une question qui est pertinente au plan pratique. En gros, comment soigner et protéger mieux? Et donc, il faut que nous ayons une vision qui soit juste, une vision qui soit validée, une vision qui soit expérimentée. Et donc, est-ce que l'apixaban est plus favorable dans cet arsenal thérapeutique, dans cette gestion délicate des malades? Voilà mes liens d'intérêt en tant que thrombologue. La lutte contre le caillot, vous le savez mieux que moi, est particulièrement coriace et difficile. Alors tout d'abord, il y a une très belle revue générale avec de bonnes recommandations sur le monde de la vulnérabilité, de la fragilité et donc de la complexité. Et je vous invite, bien sûr, à vous imprégner de cet article très récent dont j'espère vous donner la substantifique moelle. Tout d'abord, qu'appelle-t-on un patient fragile? Un patient fragile, ce n'est pas un patient qui se casse. C'est un patient qui est complexe. C'est un patient qui vient parce que, effectivement, il est dans une situation clinique qui le met en plus grand danger. Parce qu'il a effectivement une capacité, une résistance, il a une fragilité liée à des défaillances d'organes multiples et il a une pathologie qui le rend beaucoup plus susceptible à des complications. Et donc, on doit le prendre avec des pincettes. Cette fréquence dans la population générale n'est pas du tout anodine. Vous voyez que c'est une fréquence qui s'accroît régulièrement parce que, Dieu merci, la pyramide des âges, et j'en fais partie, est dans la bonne proportion. On vit de plus en plus longtemps, il faut que cette qualité de vie soit la meilleure et surtout préservée par une prise en charge la plus adaptée. Les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes, ça on le savait. Et surtout, donc, il va falloir qu'on s'habitue à ce que la fille qui naît aujourd'hui soit centenaire demain. Pas les hommes. Il y a encore du chemin à faire. En tout cas, ces comorbidités multiples viennent avec un cortège de comédications plurielles. Et les comédications sont elles-mêmes un signe de cette vulnérabilité, de cette fragilité, parce que la mortalité est accrue du fait même de ce nombre accru de produits sur l'ordonnance. Donc, soyez des évaluateurs, soyez des profilers de cette vulnérabilité, vous serez juste dans vos choix thérapeutiques. Mais cette difficulté, eh bien, elle doit être apprise, elle doit être partagée. Seul, on ne fait rien. Soyez dans l'union qui fait la force avec une vision pluridimensionnelle. Mais je ne vais pas faire un cours de gériatrie, on va aller très vite dans le vif du sujet, parce que ce qui est important, c'est qu'on sait que ce patient si frêle, eh bien ce patient a des conditions pharmacocinétiques qui sont modifiées. Autrement dit, le traitement que je vais lui donner ne sera peut-être pas absorbé de la même manière, assimilé de la même manière, métabolisé de la même manière, éliminé de la même manière. Surtout en matière d'anticoagulation, eh bien, vous savez que la liaison aux protéines plasmatiques est importante. Or, les anticoagulants oraux directs sont fortement, surtout les xabans, sont fortement liés, autant que les AVK, aux protéines plasmatiques. Si jamais tu as une hypoalbuminémie, tu as une fraction libre plus importante et donc du coup, une pathogénicité ou une efficacité peut-être plus grande. D'autre part, vous voyez que ces patients, sur le plan pharmacodynamique, cette fois, ont également des particularités puisqu'ils sont plus susceptibles à la complication hémorragique. Donc ça, c'est écrit, Mektoub. Il faut qu'on soit, nous, beaucoup plus vigilants sur ces cofacteurs, eh bien, parce que ces comédications, ces complexités, ces comorbidités sont des alertes pour nous. Alors commençons par la thrombose veineuse. Vous savez qu'en matière de thrombose, eh bien, on est de plus en plus nombreux à thromboser en veineux. Désolé pour les cardiologues, mais l'artère n'a pas du tout perdu de sa superbe, mais de plus en plus, l'incidence croît de manière très importante du fait de nos conditions environnementales, de fait de nos modes de vie. La thrombose veineuse croît énormément en matière épidémiologique. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que justement ces sujets âgés, eux, ont une évolutivité dans la maladie thrombolique veineuse qui est encore beaucoup plus péjorative, parce que vous voyez que c'est beaucoup plus sévère quand tu as plus de 70 ans et que tu fais une embolie pulmonaire, tu décèdes beaucoup plus. Vous voyez que l'incidence des embolies pulmonaires fatales est beaucoup plus élevée chez ces malades qui sont de plus de 80 ans
que l'hémorragie, donc c'est la peste et le choléra, est beaucoup plus fréquemment retrouvée chez ces malades qui sont donc plus âgés, et du coup, bien sûr, la mortalité globale est plus grande. Et c'était valable dans le registre IET, qui est un registre donc, européen, mais également les Suisses, petit pays, mais très perspicace, avaient déjà, donc, il y a quelques années, eh bien, relaté que cette mortalité, ce caractère hémorragie par ces sujets vulnérables plus âgés était à considérer. Donc, on sait que la maladie thrombolique veineuse, elle est pluridimensionnelle. La gestion se fait de manière contextuelle. À la phase aiguë, cette phase aiguë porte bien son nom. Pourquoi elle pique? Parce qu'elle est plus à risque de thrombose, plus à risque d'hémorragie et plus à risque de décès. Donc il faut être rapidement efficace, mais avec tolérance, avec perspicacité. Et puis ensuite, c'est une maladie chronique. Donc on doit être capable d'éviter la récidive thrombotique de manière prolongée, avec une tolérance toujours assurée. Et ça, c'est un challenge quotidien. Vous voyez que, on en a déjà parlé, les anticoagulants oraux directs ont changé le paradigme de la gestion de la maladie thrombolique veineuse en étant d'emblée efficaces et utilisables à la phase aiguë et de manière prolongée pour la prévention secondaire de manière continue, voire indéfinie chez certains malades. Mais là encore, ces cousins AOD n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques et les mêmes pertinences cliniques, parce que l'apixaban, quand on fait le SWOT qui est cher à nos marketeurs, autrement dit, quand je fais l'évaluation des forces, des faiblesses, des potentialités, etc., ou des contraintes, eh bien, je vois très bien que l'apixaban est celui qui est, dans ce schéma-là d'évaluation du bénéfice clinique net, eh bien, celui qui m'apporte le meilleur ratio en termes d'efficacité et de tolérance. Quand je suis cette fois dans le traitement au long cours, et non plus dans le traitement à la phase aiguë, là encore, l'apixaban, quel que soit le schéma, pleine dose ou dose réduite de 50%, m'apporte encore une fois, par rapport au placebo, un certain confort et une efficacité tout à fait intéressante. Et donc là encore, il faut choisir de manière avisée et validée. Qu'en est-il des malades dans les études de Princeps qui sont considérés comme étant fragiles? Vous voyez que dans pratiquement 25 000 malades qui étaient inclus dans les études de thrombose veineuse avec les AOD, eh bien 3 500 avaient plus de 75 ans. On peut les considérer comme étant beaucoup plus susceptibles à ces complications. Eh bien, quand on s'intéresse à ces patients et qu'on fait eh bien, une méta-analyse, on voit que les AOD, vous avez l'apixaban en première ligne, eh bien, est tout à fait confortable, là encore, dans cette situation beaucoup plus fragile chez ces malades, avec une efficacité et une tolérance qui est tout à fait honorable. Et donc, par rapport au standard of care, qui est donc le couple héparine-antivitamine K, là encore, l'apixaban chez ces malades âgés est tout à fait rassurant. Et donc, quand on s'intéresse aux patients fragiles, on voit que, de toute façon, eh bien, chez ces malades, en matière d'efficacité, on est tout à fait du bon côté de la barrière. Et si je m'intéresse uniquement à l'âge, je vois que plus tu es vieux, ben, tu ne perds pas ce bénéfice, donc de ce bénéfice clinique qui a été démontré chez les sujets un peu moins altérés. Et donc, si je considère les patients de plus de 75 ans ou les patients qui ont un rein qui dysfonctionne, parce que je sais que dans ces conditions-là, eh ben, c'est la double peine, risque thrombotique accru, risque hémorragique accru, eh bien, je vois que les AOD par rapport aux AVK eh bien, font un jeu parfaitement bénéfique. Et donc, il est clair que l'AVK a vécu, l'AOD l'a vaincu. Et donc, si maintenant vous poulez complètement des critères forts, mortalité globale, hémorragie majeure, récidive thrombotique, hospitalisation, bref, coût pour la société, en prenant du recul par rapport à l'individu, vous êtes bien plus significatif en matière d'intérêt pour le malade et pour la société avec les AOD chez ces patients fragiles. Et cela s'observe dès le début de la prise en charge, aussi bien pour les récidives thrombotiques que pour les hémorragies majeures. Donc, il n'y a pas photo. Cette option est une option donc, à effet plus pour un patient plus fragile. Et quand on prend l'apixaban et que je vais corréler eh bien, le bénéfice clinique, efficacité antithrombotique, tolérance hémorragique sur des hémorragies majeures, par rapport à la polymédication, dont je sais que c'est un critère de vulnérabilité, donc vous voyez que là encore, j'ai une réduction, je fais mieux sur les deux tableaux, donc j'ai un bénéfice, encore une fois, en matière d'efficacité et de tolérance.
Qu'en est-il du chuter? Vous savez très bien que plus on est vieux, eh bien plus on a tendance à faire du culbuto. Et donc, qu'en est-il du chuter? Eh bien, le chuter, hélas, c'est un patient qui a haut risque hémorragique et à haut risque thrombotique. Et donc, il est hors de question qu'on dise, ben, si tu tombes, je t'abandonne. Absolument pas. Vous voyez qu'en pratique, les recommandations sont de dire que le bénéfice antithrombotique chez ces malades ne doit pas être galvaudé, il doit être maintenu par une stratégie donc, qui est optimale, et notamment les AOD, même chez le vieux chuter, sont à considérer comme étant de bons partenaires. Et la contre-indication, c'est 3 chutes majeures avec fracture du crâne, par exemple. Donc à 3, bonjour les dégâts, on arrête, c'est bon. Ou sinon, il faut qu'il tombe 295 fois dans l'année. Donc en gros, il faut qu'il s'entende très mal avec sa femme. Enfin, voilà. Donc en pratique, c'est difficile d'avoir une telle retenue. Donc les anticoagulants sont valables à tout âge. Alors qu'en est-il maintenant eh bien, de la comparaison des anticoagulants oraux directs dans ce traitement chez des malades qui sont effectivement à risque? Donc on prend des malades hospitalisés pour un phénomène hémorragique, et donc on voit que si on compare apixaban varfarine ou qu'on compare ivaroxaban varfarine, les AOD font mieux que la varfarine. Donc ça, ce n'est pas un scoop. Mais si maintenant, de manière donc, adaptée, avec un score de propension, avec donc, un ajustement des critères, je compare de manière indirecte rivaroxaban et apixaban, je vois que l'apixaban eh bien, apporte un bénéfice qui est 2 fois supérieur au rivaroxaban. Donc là, il y a vraiment, là, à 6 mois, il y a vraiment un décalage qui paraît très significatif. Et là encore, si vous voulez stratifier les choses, pas par rapport aux AVK, mais par exemple par rapport à ces 2 AOD, vous voyez que, quel que soit le critère de vulnérabilité, les options sont du bon côté de la barrière, encore une fois, de manière stable pour l'apixaban chez ce malade instable. Donc, dans la fibrillation atriale, les gériatres ont très vite considéré que chez le vieux, l'AOD c'est mieux, et donc il faut l'utiliser chez ces malades qui sont effectivement donc vulnérables. Car la prévalence de la fragilité chez ces malades qui ont une fibrillation atriale est grande, elle est d'au moins 40%. D'autre part, ces patients qui sont considérés comme fragiles sont souvent considérés comme non éligibles à l'anticoagulation, parce qu'on ne souhaite pas être délétère. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, il faut considérer cette vulnérabilité en donnant une optimisation par un choix, encore une fois, avisé. Toujours est-il que chez ces malades fragiles, eh bien, ils ont un risque de mortalité qui est significativement accru, un risque d'AVC ischémique significativement accru du fait de la fibrillation atriale et un risque d'hémorragie qui est également augmenté. Alors, fragilité, fibrillation atriale, j'ai dit que c'était l'effet plus. Effectivement, la prévalence est de plus élevée chez les malades qui ont une F1. 48 à 75% des patients fragiles ont une F1. C'est énorme. Que s'ils sont fragiles, le pronostic est péjoratif et encore plus engagé. Et puis la prise en charge est de plus en plus complexe. Votre métier n'est pas facile. Et donc, on vous dit, il faut aujourd'hui avoir une meilleure prise en charge. Donc c'est l'ABC, c'est RBCD. Il faut suivre. Donc, vous voulez éviter l'AVC, vous avez une gestion qui est contextualisée avec donc une évaluation sémiologique adaptée, et puis vous pesez ces comorbidités, et puis le D, c'est give the right drug. Autrement dit, quelle est l'option optimale que je puisse proposer à mon malade? Et ça, eh bien, c'est la concertation pluridisciplinaire. Parce que ce qui est certain, c'est que les AOD par rapport aux AVK ont largement fait la preuve de leur intérêt, surtout en matière de sécurité antithrombotique dans les études Princeps. Et quand j'essaye de faire des analyses de sous-groupes, je vois que plus c'est glissant et plus c'est finalement fixant pour l'AOD en matière de bénéfices cliniques nets. Donc, est-ce que l'AOD est dangereux chez le vieux? Non, c'est mieux. Parce que plus il est vieux, plus la protection chez lui s'avère nécessaire. Et donc, on ne peut pas se dédouaner en disant « t'es vieux, adieu ». Non, t'es vieux, je te protège. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est qu'en matière de sécurité hémorragique, vous voyez que
quand je m'intéresse aux hémorragies intracérébrales qui font très peur, eh bien, l'apixaban, encore une fois, dans le caractère donc, protecteur du cerveau chez ces vieux, eh bien, est tout à fait important par rapport notamment au rivaroxaban dans les études Princeps. Alors, qu'en est-il de la vraie vie? Vous avez entendu parler du registre Naxos, avec donc plusieurs centaines de milliers de malades. Si on s'intéresse à des patients de plus de 80 ans ou même à des nonagénaires, qui correspondent vraiment, encore une fois, à des dizaines de milliers de malades, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin, et je fais une étude avec un score de propension où je vais matcher les malades en fonction de leur statut de performance. Vous voyez que si je compare apixaban aux AVK, que ce soit bien sûr la sécurité, l'efficacité et la mortalité, je suis largement bénéficiaire. Si je compare de manière indirecte apixaban et rivaroxaban, apixaban et dabigatran, là encore, eh bien, de manière significative par rapport à l'apixaban en termes de sécurité et d'efficacité et même de mortalité, c'est quand même intéressant. Et puis pour le dabigatran, qui est une excellente molécule, et donc là, eh bien, hélas, qui a été galvaudée, mais là encore, eh bien, la tendance est toujours en faveur de l'apixaban. Et du coup, aujourd'hui, l'apixaban a vraiment eh bien, une image qui lui colle à la peau, c'est qu'effectivement, c'est le plus efficace et le plus sûr des traitements par AOD dans cette gestion de l'AFA chez ces malades. Et d'autre part, on le voit très bien, c'est que l'arrêt des traitements, qui est souvent lié à une intolérance hémorragique, est bien plus faible chez les patients apixaban que chez les autres patients. Et quand on voit maintenant des méta-analyses, on voit qu'en comparant apixaban et rivaroxaban justement chez ces patients, eh bien, en matière d'efficacité, on trouve que c'est similaire, mais en matière de sécurité sur l'hémorragie majeure, eh bien, tout le monde s'accorde à dire quand même qu'il y a un effet plus salvateur. Alors qu'en est-il chez les populations asiatiques? Parce qu'on nous dit très bien, les Caucasiens, ce n'est pas les Africains et ce n'est pas les Hispaniques. Qu'en est-il des Asiatiques qui sont réputés comme étant beaucoup plus, disons, résistants à la thrombose, et notamment chez les patients qui sont fragiles, parce que les Asiatiques vivent plus longtemps que les Caucasiens. Et donc, tout n'est pas bridé chez l'Asiatique. Et donc, quand vous allez comparer maintenant l'intérêt des AOD chez ces malades par rapport aux AVK, vous voyez qu'en matière de mortalité cardiovasculaire, très tôt, vous gagnez. Donc, c'est un critère très dur, qui est la mortalité cardiovasculaire chez les malades fragiles. Eh bien, très tôt, on a une différence significative par rapport donc, aux AVK. Et quand vous allez évaluer maintenant dans le temps l'effet apixaban par rapport à ses cousins, vous voyez que là c'est en orange, l'apixaban tire vers le bas finalement cette évaluation et ça dure dans le temps. Donc ce partenaire est un partenaire fidèle en matière de bénéfices cliniques nets. Et quand vous regardez donc maintenant chez les Suédois, parce que les blonds sont pas si mal non plus en matière de suivi de leurs patients, chez les Suédois, vous voyez qu'à dose standard, apixaban est plus safe que le rivaroxaban avec une réduction de pratiquement 30% des hémorragies majeures, et qu'à dose réduite, là encore, ce n'est pas parce que tu es moins présent que tu es moins efficace et moins bien toléré. Là encore, par rapport à ses cousins, l'apixaban est significativement mieux toléré en matière donc, de risque hémorragie-part. Mais il ne faut pas se mettre à réduire les doses chez tout le monde. Je vous rappelle que les critères de réduction, c'est au moins 2 critères donc, pour réduire la dose d'apixaban chez ces malades, alors que dans l'étude PAROS, eh bien, tous les malades qui avaient plus de 80 ans, essentiellement, vous voyez, 80% qui avaient des doses réduites, c'était uniquement lié à leur âge, alors qu'ils n'avaient pas le deuxième critère nécessaire, je vous rappelle, un poids inférieur à 60 kg et une créate supérieure à 133 micromoles par litre. Donc, respecter les conditions d'utilisation de l'apixaban pour ne pas perdre l'effet antithrombotique, parce que ce n'est pas en réduisant la dose que vous limitez spécifiquement le risque hémorragique, loin de là. Maintenant, qu'en est-il finalement des données observationnelles sur justement ces malades particulièrement fragiles, sur des données donc, récentes? Vous voyez que là encore, par rapport à ces patients âgés, seul l'apixaban arrive sur ces critères durs d'efficacité, de sécurité et de mortalité à décrocher la courbe par rapport à ses cousins. Là encore, sur une autre étude, cette fois sur plus de pratiquement 900 000 malades, eh bien, sur ces cohortes-là, eh bien, on a une réduction qui tire plus vers le bas avec l'apixaban par rapport à la varfarine. Et si maintenant on prend des patients déments, c'est-à-dire qu'on est vraiment maintenant sur quelque chose dont les fonctions cognitives sont absolument pas gérables, est-ce que l'apixaban va faire quelque chose? Vous voyez que si je compare varfarine, apixaban
sur les hémorragies majeures ou sur les événements ischémiques, je suis du bon côté donc de l'apixaban. Si je compare dabigatran et apixaban sur ces mêmes critères, je suis du bon côté pour l'apixaban. Et si je compare rivaroxaban et apixaban, là encore, sur les hémorragies majeures, je suis largement en faveur, bien entendu, de l'apixaban, avec, là encore, sur cette efficacité, quelque chose de non, disons, significativement différent. Mais quoi qu'il en soit, la safety est là avec l'apixaban chez ces malades. Donc, l'apixaban ne se dément pas chez le malade dément. Le bénéfice clinique net est aussi retrouvé chez ces malades qui ont perdu leur raison. Ne perdons pas la nôtre. Ce qui est des hémorragies digestives, c'est fondamental. Il faut garder en tête que, là encore, l'effet topique sur une susceptibilité muqueuse est différent. On voit très bien que par rapport, bien sûr, à l'apixaban, le dabigatran et le rivaroxaban, l'apixaban est beaucoup moins corrosif sur le plan digestif donc, que ses cousins. Et là encore, l'option, et c'est recommandé par l'ESC, dans ces options-là, chez le malade à des antécédents hémorragiques digestifs et qui a une susceptibilité muqueuse, il ne faut pas utiliser le Riva, pas utiliser le Dabi, pas utiliser l'AVK et utiliser un autre AOD. IFHAM. Qu'en est-il de la néphropathie? Un malade qui a une fonction rénale qui dysfonctionne est un malade à haut risque thrombotique, à haut risque hémorragique. Les AVK sont une catastrophe pour ce rein qui va avoir finalement des phénomènes nécrotiques tubulaires, des hémorragies cataclysmiques, une instabilité de l'INR avec des hémorragies intracrâniennes qui sont 5 fois plus fréquentes. Donc, les néphrologues ne veulent plus entendre parler des AVK et comme par hasard, c'est l'apixaban, par les recommandations nord-américaines, qui garde cette indication chez des malades qui ont une fonction rénale sévèrement altérée ou même des hémodialysés avec des posologies qui sont liées au Schatz-Vasque en matière de fibrillation atriale. Et donc, on donne la bonne dose, 5 mg 2 fois par jour, ou la dose réduite, 2,5 mg 2 fois par jour, en fonction des critères de réduction. Alors, j'en viens à ma conclusion. Take home message. Vous connaissez tous, puisqu'ici, nous sommes dans un agora qui était dédié à l'anglophonie. Eh bien, on va terminer en VO. Hein. Vous connaissez l'adage « An apple a day keeps the doctor away ». Qui ne connaissait pas cet adage? Là, maintenant, celui que vous avez à partir d'aujourd'hui, c'est celui-là. « An happy twice a day keeps the thrombus away, whatever the fray ». Je vous remercie.